L'intelligence artificielle continue à rythmer l'actualité tech avec des interfaces par chatbot qui précèdent des drames. En tout cas, un drame qui a été assez médiatisé. Il s'agit d'un suicide d'un adolescent. On continue à suivre l'authentification des contenus produits par l'intelligence artificielle. Attends, je vais le refaire. L'intelligence artificielle continue à rythmer l'actualité des nouvelles technologies avec notamment des histoires de chatbots en interface par intelligence artificielle qui précèdent des drames. Il s'agit en tout cas d'un drame qui a été assez médiatisé, un suicide d'un adolescent, on va en parler. Et puis par ailleurs, on continue à suivre l'authentification des contenus produits par intelligence artificielle générative. C'est un peu notre dada en ce moment. Et on va vous parler également des aides à l'interface. On avait déjà évoqué ce sujet, mais ça se concrétise avec l'arrivée d'un nouvel outil d'Anthropic, notamment, il y a Google qui s'y met aussi, qui permettent de confier l'interaction avec l'interface graphique de votre ordinateur uniquement à base d'instructions à la voix. Et puis on suit également à l'approche des élections présidentielles américaines qui sont imminentes avec l'implication d'Elon Musk qui pourrait bien être en contact lui avec Vladimir Poutine. On va en reparler un petit peu. L'occasion de parler aussi des réseaux sociaux. Et puis on a aussi la légende de l'identité de Satoshi Nakamoto, créateur du Bitcoin, qui vit un nouveau volet. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actu des nouvelles technologies. Nous sommes fin octobre 2024 et c'est l'épisode 385. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais ça va très très bien. Est-ce que tu as ton abonnement internet chez Free ? Eh ben non. Eh ben donc tu ne fais pas partie des personnes qui sont victimes de la fuite. Ah bon ? Parce que il se trouve que j'ai un abonnement Free mobile. Et donc, oui, Free Mobile les concerne aussi. Je croyais que c'était que Free. Non, j'ai reçu un mail, effectivement. Voilà, il y a une grosse fuite d'IBAN aussi, d'ailleurs. Je crois pas être concerné par l'IBAN, d'ailleurs. Il me semble. Moi, j'ai eu confirmation, fuite d'IBAN, et effectivement, le problème est un peu grave quand même, parce qu'avec l'IBAN, on peut pas faire des retraits comme ça, mais il y a quand même, selon les possibilités d'interaction avec les banques, surveillez bien vos comptes, en tout cas, si vous êtes chez Free, vous êtes probablement concerné. Guillaume, il faut que je te confie mon nouveau kiff. Alors, c'est pas les chatons, ils vont bientôt quitter le domicile. Là, dans quelques jours, il y en a 2 qui vont partir. Je suis à la fois inquiet et en même temps, j'ai hâte parce que ça devient sacrément le bazar à la maison. Non, j'ai un nouveau kiff. J'adore réparer les Joy-Con. Tu sais, les Joy-Con qui ont d'une part le Joy-Con Drift. En plus, t'as là. de quoi faire, c'est ça qui est bien. C'est ça, c'est ça. Alors, on en avait quelques-uns, je crois qu'en tout, on en a 3 paires à la maison. Et en fait, ils sont de plus en plus sujets à problèmes. 2 problèmes, un petit peu de Joy-Con Drift, c'est pas la fin du monde, mais un petit peu. Et surtout, le fait qu'ils se détachent vers le haut. En fait, Nintendo a le petit système qui permet de retenir le Joy-Con de la Switch. Il est en plastique et il est soumis à beaucoup de force. Et avec le temps, au bout d'un moment, il peut lâcher, il s'use. Alors, j'en commande en métal et je les remplace. Et je sais pas pourquoi je prends autant de plaisir à réparer ces trucs. Il y a peut-être un pied de nez de ma part que je fais à Nintendo, je sais pas. Je sais pas, mais t'aurais pu dire ça en section jeux vidéo, du coup, ça aurait été... Oui, pardon, c'est vrai, je m'égare. Écoute, on va plutôt repartir sur les interactions. Pas de nouveau soutien Patreon cette semaine. Vous le savez pourtant, à Tech Café, il y a un podcast financé par ses auditeurs. Donc si jamais les épisodes vous permettent de vous tenir au courant et de passer un bon moment, si jamais ça vous manquerait de ne pas avoir les épisodes chaque semaine, vous pouvez nous soutenir pour ça. Il suffit de lancer votre navigateur là pendant que vous écoutez cet épisode et puis vous allez sur l'adresse patreon.com/techcafé, le lien est dans les notes de l'épisode et vous pourrez contribuer à partir d'1,50€ par épisode. Vous profitez en échange d'un accès pour écouter Tech Café sans la pub dans votre app de podcast habituelle et vous bénéficiez aussi d'infos exclusives. Un petit mot aussi de Hervé Langlois qui a envoyé un petit message privé sur Patreon qui dit toujours aussi addictif au point que je considère ce podcast comme un outil de travail. Donc tu vois, quand je faisais un appel du pied pour dire que vous devriez faire des notes de frais pour l'abonnement Patreon, j'étais pas si éloigné de la vérité que ça, puisque lui, il le fait, il est contributeur et il règle cet abonnement avec un compte professionnel et il doit justifier de ses règlements par comptabilisation de factures. Et il faut bien reconnaître que c'est pas vraiment confortable sur Patreon, dit-il, pas de notification de disponibilité de factures et manque des infos légales sur les factures, etc. Eh ben, j'ai, sache-le, Hervé, envoyé un message de suggestion d'évolution à Patreon. On verra s'il nous écoute. Et puis, un petit mot aussi quand même pour Alain Friedrich qui a pris, lui, le parti d'utiliser le bouton PayPal pour faire un petit geste, un soutien
qui évidemment est toujours énormément le bienvenu, même si on est aussi preneur beaucoup de vos abonnements sur Patreon. Et il dit quelques euros pour un tas d'heureux qui écoutent votre podcast. Bravo à vous deux pour la qualité des sujets que vous abordez. C'est toujours un plaisir et instructif de vous écouter. Merci beaucoup. On a aussi des avis sur Apple Podcast avec Sorg Thomas qui dit formidable d'informations et de bonne humeur. Merci à tous. Merci pour toutes ces informations précises et précieuses avec de la bonne humeur. Merci aux deux Guillaume. Là aussi, je vous invite à déposer vos avis sur Apple Podcast et sur Podcast Addict pour contribuer à la notoriété de l'épisode. Les interactions avec les auditeurs continuent, principalement sur Discord, mais pas que. Il y a Guillaume qui est immigré au Japon, qui réagissait au Moflin. Alors, il n'est pas plus dithyrambique que ça, mais il dit à propos des Moflins, hein, ces créatures, animaux de compagnie dont on a parlé dans le dernier épisode. Je verrais ça comme une solution pour les gens qui n'ont pas le droit d'avoir des animaux chez eux ou trop vieux pour s'occuper d'un animal correctement. Je ne sais pas si je leur souhaite, mais bon, effectivement, peut-être pourquoi pas pour eux. Un petit mot aussi de Thorax qui dit qu'il va bientôt déménager dans une région en Belgique où le réseau mobile, c'est sur Discord la discussion, qui est a priori pratiquement inexistant. La couverture y est tellement faible qu'il est difficile, voire impossible d'émettre ou de recevoir des appels et des SMS. Et Thorax cherche des solutions parce qu'il y a effectivement les appels par Wi-Fi selon les opérateurs, selon les fournisseurs d'accès à Internet. Mais effectivement, il y a encore besoin pas mal d'échanges par voie téléphonique et d'échanges par SMS. Donc, si vous avez des astuces, rendez-vous sur Discord pour lui donner quelques préconisations. Moi, je ne peux que te préconiser, notamment concernant les authentifications en double facteur, d'utiliser les apps plutôt que les SMS, mais je sais que c'est qu'une partie du problème. Potoff aussi, qui réagit. À propos de jeu, il dit il y a quelques mois, suite à une remarque que j'avais faite sur le côté Robinson Crusoe de Minecraft au début d'un épisode, Guillaume Pogjaspala a conseillé de tester Vintage Story, un fork de Minecraft plus axé sur la survie et une lente évolution dans les technologies avec un lore sous-jacent. Du coup, je ne sais pas si je dois le remercier ou le maudire. T'as vu ce qu'il dit Potoff à ton sujet? Il ne sait pas s'il doit te remercier ou te maudire. Il en est à 170. C'est sûr. 170 heures de jeu. Il a atteint l'âge de l'acier. Il a commencé tardivement l'élevage. Bref. Et puis aussi, je voudrais relayer la réflexion de Mika à propos des OS de console, puisqu'on parlait un peu de l'Asus ROG Ally, et puis il dit effectivement qu'on a tendance à oublier que derrière chaque console, finalement, il y a un système d'exploitation. On l'oublie, mais quand on lançait notre Sega Master System ou notre Nintendo Game Boy, NES, à l'époque, il y avait aussi un OS, mais on ne s'est jamais inquiété de ça. Et avec le Steam Deck, on se retrouve dans la même situation. On lance, on joue et on éteint. C'est vrai que c'est une belle contribution de Valve avec la distribution Arch, notamment de ce qu'on peut faire avec Linux en l'occurrence. Et puis, il précise aussi, Mika, quand on parle d'Adobe, avec toutes les évolutions dont on a parlé, il est à souligner que ces nouvelles fonctionnalités arrivent aussi petit à petit dans nos équivalents open source comme Kate. Il y a le lien dans les notes de l'épisode et sur Discord, bien entendu. Dernière mention que je voulais relayer, je sais que tu en as collecté d'autres, Guillaume, de ton côté. Une petite mention pour un compte Instagram qui s'appelle Les Chauds Doudous. C'est trop choupinou. Guillaume, je profite de ce canal pour nous féliciter du podcast Tech Café. C'est son frère qui lui a fait découvrir il y a quelques années. Et il rate depuis aucun épisode. Et il entendait parler de mes histoires de chatons dans le podcast avec Adobe Max. Et il m'a invité à suivre un compte Instagram qu'il crée qui s'appelle Chaud Doudou. C'est une initiative récente qui est un mélange d'attention positive, d'intelligence artificielle et de produits Adobe. Merci beaucoup à toi, Vianney, d'avoir partagé ce petit message. Et puis, je mettrai le lien vers le compte Instagram dans les notes de l'épisode. Et toi aussi, Guillaume, tu te fais la vigie des interactions avec notamment Gioliat et tu voulais aussi relayer la chaîne de Vincef qui a été justement mentionnée par Mika sur les jeux sur Linux. Oui, justement, effectivement, il y a beaucoup de retours cette semaine. Le sujet des oignons aussi était très débattu. Je testerai le truc à l'occasion. Merci aussi à Delta Koch pour ses albums. Guillaume les a fait parvenir. Merci beaucoup à toi. Sinon, effectivement, il y a Joliat qui nous dit qu'il a transmis le virus de Tech Café dans la communauté Haïti. Grand merci à lui. Et puis on espère, très égoïstement, qu'ils n'en guériront jamais. Et oui, donc là, alors justement, ça, pour Mika, effectivement, qui vend les mérites de SteamOS, il a aussi mentionné une chaîne YouTube, celle de Vincef, où il y a beaucoup de choses sur le gaming sous Linux, et il y a pas mal de sujets, il fait des benchmarks réguliers pour comparer les différences de performance entre les distributions Linux et Windows. Il y a de quoi vous faire une idée, quoi, si vous hésitez encore à sauter le pas, pourquoi pas.
Grémy a mentionné une vidéo YouTube qui relaye un pastiche de générique du Trône de Fer façon VHS des années 80, hein, suite à ce qu'on disait sur la sortie de Romulus en VHS. Et c'est bien fait, c'est aussi une vidéo qui a 10 ans, et je me suis rendu compte que la première saison du Trône de Fer, c'était sorti à 13 ans, ça m'a fait un petit peu de vieux. Donc, on prend merci, tellement une claque, pas merci. Ça fait pas mal, ça fait mal. Et sinon, effectivement, il y a une remarque donc, de Sébilan qui rejoint tout ce qu'on disait aussi, qui rejoint un petit peu la thématique de la première section, qui s'est trouvé quand même affecté. Effectivement, il a le seum, Sébilan, avec la pollution de Wikipédia par du slop, hein, donc, selon le terme consacré, c'est-à-dire de la génération de texte par IA. Et il le rapproche aussi de la dernière vidéo de Monsieur Phi qui s'intéresse à la pollution YouTube, et en particulier de la vogue absurde des vidéos de pseudo-stoïcisme. Alors il se trouve que c'est une vidéo que j'avais vue et qui est effectivement très intéressante, elle illustre bien aussi ce qu'on disait en matière de production industrielle de contenu artificiel, hein, qui vise à se faire du pognon d'une manière qui est parfaitement cynique. Cynique, un autre courant philosophique à traiter par Monsieur Phi d'ailleurs, hein, mais qui n'a pas autant de succès que les stoïques. Pour résumer, mais je vous encourage à aller voir la vidéo, Monsieur Phi s'est perdu dans des centaines de chaînes de stoïcisme qui pullulent sur YouTube, qui sont dans leur immense majorité toutes identiques, hein, c'est des vidéos de développement personnel basique, hein, voire bof, voire carrément misogynes et masculinistes, hein, qui sont faites automatiquement en demandant à GPT de créer le script, qui sera prononcé par une synthèse vocale avec une grosse voix bien virile, hein, illustrée par des images génératives de statues avec des gros pecs. Et pourquoi le stoïcisme ? Pourquoi ce créneau-là ? C'est presque un hasard finalement. Hein. Il y a une sorte d'effet boule de neige. Il y a une vidéo qui a bien marché il y a quelques mois ou années, je ne sais plus. Et ça a initié un cercle vicieux, on publie sur le sujet, ça devient trending, hein, l'algo amplifie tout ça, et puis on se retrouve avec des dizaines de milliers de clips de ce style. Même si Sébilan les rapproche, il y a quand même une différence entre la pollution Wikipédia et celle de YouTube, parce que sur YouTube, tu peux gagner de la thune. Alors qu'en polluant Wikipédia, tu gagnes rien du tout. L'objectif est d'ailleurs pas très clair de pourquoi on pollue Wikipédia. Bon, il y a plusieurs possibilités, hein. Ça peut être du trolling pur et simple, ça peut être un ballon d'essai pour des campagnes de désinformation d'un camp ou d'un autre. En tout cas, voilà, c'est pas forcément directement vénal. Alors que sur YouTube, c'est juste vénal. Les gens qui postent ces vidéos se tapent complètement du contenu. Le but, c'est de profiter de l'algorithme de YouTube et de gagner même très peu d'argent sur chaque vidéo, hein, et ils en pissent au kilomètre, comme ça, on peut faire des petits profits par-ci par-là. Alors Sébilan nous pose une question très difficile, que faire ? Et c'est vrai qu'on dit beaucoup, on pointe beaucoup les problèmes, mais c'est vrai qu'on n'apporte pas beaucoup de solutions. Et que faire à part hurler ? Commencer par hurler déjà. C'est une question. En fait, pourquoi est-ce qu'on apporte moins de solutions que ça ? Enfin, pas tant de solutions que ça. C'est aussi parce que c'est très très difficile. Et que si on prend le cas de YouTube, c'est carrément un problème structurel. L'algo choisit d'amplifier des trucs et on n'a aucun contrôle sur quoi, nous les utilisateurs. Certains en profitent et ça part en cacahuète. Mais mis à part, surtout, ne pas donner d'attention à ces fermes à contenu, on ne peut pas faire grand-chose. Pour Wikipédia, c'est encore plus compliqué, puisqu'elle est souvent prise comme une référence, mais le principe de Wikipédia, c'est quand même d'être collaboratif, donc c'est très difficile de savoir a priori si un contributeur est de bonne foi ou pas. Il va peut-être falloir que Wikipédia prenne des mesures structurelles aussi, modifier peut-être à terme son fonctionnement un petit peu. Pour YouTube et les autres, de toute façon, ils sont parfaitement conscients, hein, qu'il y a un souci. Google sait très bien qu'abuser son algorithme, c'est devenu un métier à part entière. Et il essaye de lutter contre, mais ça marche plus ou moins bien pour diverses raisons. Alors, que faire nous en tant que particuliers ? C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense qu'il faut être sélectif. Il faut être vigilant en ce qui concerne la qualité de l'information, quoi. Il ne faut pas se faire nourrir au tuyau comme un canard à foie gras. Hein. Il faut choisir ses canaux en conscience et pas juste laisser faire l'algo. Être plus actif dans le choix de son shampoing pour son bain informationnel, voilà. Pour avoir les cheveux plus soyeux. C'est beau. Et quand on a le moindre doute, il faut recouper les infos, il faut regarder les sources, et même sur Wikipédia. D'ailleurs, on pouvait détecter les articles faux en vérifiant les sources de référence, en constatant qu'elles ne collaient pas avec le contenu. Mais ça, c'est du boulot, c'est du temps. Et donc, c'est difficile, et il n'y a pas vraiment de recette miracle. La détection du contenu artificiel, c'est toujours un problème très compliqué. Il y a des outils qui commencent à arriver. C'est encore balbutiant, mais ça commence justement, et puis on va en parler dans la première section. J'ai la solution parfaite de la préconisation qu'on peut faire, Guillaume, à ce sujet. C'est tout simplement d'inviter nos auditeurs, qui sont eux des personnes plus éclairées et plus aguerries à ces sujets-là, à partager Tech Café autour d'eux pour que leur entourage, à son tour, les personnes de leur entourage à leur tour, soient assez conscientes de ces enjeux-là. C'est peut-être là où on peut apporter le plus de pédagogie. Donc, il faut écouter Tech Café. Voilà, c'est ça la solution. Et donc, du coup, sans autre forme de procès, on enchaîne évidemment, très logiquement, sur l'authentification du contenu pour essayer d'identifier un petit peu, de manière la plus fiable possible, comment est-ce qu'un contenu est identifié comme étant généré par intelligence artificielle
ou créé par des bonnes vieilles mains humaines. Guillaume, il y a une solution qui semble vouloir se dessiner, pas parfaite. Hein. Et non, justement, on va un peu illustrer la complexité de la problématique. Déjà, on a un exemple de campagne de désinformation qui a été clairement associé aux Russes dans la campagne électorale américaine la semaine dernière avec un faux témoignage d'un prétendu ancien élève de Tim Walz qui l'aurait agressé sexuellement. En fait, le vrai gars, Matthew Metro, n'a pas connu Tim comme entraîneur à l'époque où donc le colistier de Harris était entraîneur de football américain. Son visage et son identité ont été utilisés par Storm 1516, donc c'est un groupe russe qui produit l'infox pour Moscou, et pour handicaper tous les rivaux de Trump. Alors en soi, la vidéo est assez nulle, le visage du gars est pas très naturel, sa voix surtout est très monocorde, la synchro labiale est pas très bonne, la voix est tellement robotique qu'elle est assez simple à identifier comme synthétique. Pour la vidéo, c'est plus difficile, d'ailleurs, c'est même assez intéressant parce qu'on a très vite parlé de deepfake pour le visage, mais en y reprenant de plus près, c'est pas si évident. Radio-Canada a par exemple écrit que les experts ne pouvaient pas vraiment être catégoriques sur le sujet. Il y a trop d'artefacts de compression vidéo, elle est de qualité si médiocre que les conclusions ne sont pas possibles. Et l'analyse a posteriori des signaux, on va dire, que c'est synthétique, peut être extrêmement délicate, et c'est pour ça qu'on attend beaucoup et qu'il y a énormément un gros forcing sur le watermarking. Donc cette espèce de manière d'inclure une signature, une sorte de filigrane invisible, une signature caractéristique qu'on pourra récupérer a posteriori. Et dans la grande famille du watermarking, donc ce filigrane, il y a, qu'on peut en théorie rajouter à tout, il y a SynthID de Google DeepMind. Alors SynthID peut traiter l'audio, les images, la vidéo et même le texte. Pratique. Et en particulier, en ce qui concerne le texte, Google vient de mettre en open source le code de SynthID, et donc voilà, ainsi d'ailleurs qu'un article plus général pour décrire tout en détail la méthode employée. Et ça nous permet de voir comment fonctionne un système de watermarking pour le texte, vraiment en détail, et ça permet à qui le veut aussi de l'utiliser, et ça pour n'importe quel générateur de texte, car rien n'est propre à DeepMind ou Gemini. Alors la méthode en question est effectivement utilisée à grande échelle chez Google, sur Gemini, mais en réalité, elle ne concerne pas du tout la phase de prédiction de texte. Elle concerne la phase d'échantillonnage du texte, qui n'utilise donc pas le modèle de langage, et donc on peut l'utiliser pour son propre chatbot à soi, on peut le faire avec Llama, avec un GPT, avec n'importe quoi. L'idée générale, c'est de créer le texte en y intégrant une signature détectable, sans connaître le chatbot qu'il a écrit. Juste en créant une corrélation statistique entre un bloc de mots et celui qui le suit. Alors bien sûr, il y a une corrélation naturelle avec un bloc de mots. C'est la base. Vous avez une phrase, il y a une corrélation. Mais on va aussi y inclure une corrélation pas naturelle. Une corrélation supplémentaire, une corrélation qui ne devrait pas être là, finalement, et qu'on va pouvoir détecter. Alors, pour entrer juste un peu plus dans les détails, on rappelle... Ça dépasse presque ce qu'on a l'habitude de comprendre, parce que là, on parle quand même d'enchaînement de texte, donc il faut aller vraiment dans les entrailles du fonctionnement de la génération de texte par intelligence artificielle. Pour bien le comprendre, il faut qu'on rentre un tout petit peu dans les détails, je pense, effectivement, Guillaume. Oui, on rappelle comment un texte est généré. On a un modèle de langage qui est un énorme réseau de neurones qui va prédire le mot qui suit un morceau de texte qu'on appelle le prompt. Comme modèle de langage, il a un vocabulaire. Il a un ensemble de mots qu'il connaît, et puis il connaît que ça. Alors il connaît en général des dizaines de milliers de mots. C'est tous les mots qu'il connaît. Alors, par exemple, on va dire qu'il a encodé 30 000. Ça peut être des mots en anglais, en italien, des idéogrammes chinois, des emojis, tout ce que vous voulez. Donc après un prompt donné, chacun de ces mots du dictionnaire a une certaine chance d'arriver. Donc si tu donnes comme un prompt, je sais pas, hier j'ai mangé une, le mot qui suit, ça peut être banane, il va y avoir une bonne probabilité sur banane, mais aussi sur pomme, sur fraise, sur steak. Moins probable, mais possible, sur cigale, parce que ça se mange dans certains pays, les cigales. Mais par contre, bicyclette, ça sera une probabilité vraiment très faible, parce que vous mangez pas souvent des bicyclettes. Alors le modèle va donc donner une liste de 30 000 probabilités, c'est son unique boulot, lui. Il va donner ces 30 000 probabilités, et c'est tout. Après, il faut choisir. Et ça, c'est le boulot d'un autre programme qui s'appelle le sampler, qui va donc échantillonner ces mots. Donc si vous choisissez systématiquement le mot le plus probable, il n'y a pas d'aléa. Le chatbot est complètement déterministe, et du coup, tu peux rien choisir, et tu peux rien watermarker. Tu ne peux pas watermarker le texte. Mais en général, on se laisse un petit peu de mou, et on choisit pas forcément le mot le plus probable. Donc on prend une liste limitée des mots les plus probables, un certain nombre, 20, 30, 40, et puis ensuite on choisit dedans, d'une manière plus ou moins aléatoire, avec les règles, quoi. Il y a plein de règles possibles, en fait. Et c'est, globalement, on va essayer de pas dire qu'on a mangé de bicyclette, parce que ça la fout mal, mais on va essayer de donner un petit peu de créativité au modèle, pour qu'il n'ait pas une écriture trop aride et qu'il se répète pas lui-même en permanence. L'idée, c'est de représenter, de faire une représentation logique de cette répartition statistique, sans être dans la caricature, de toujours prendre celui qui est le plus probable, et donc d'essayer de refléter ça de manière intelligente. C'est déjà en choix un petit challenge, mais on en a déjà parlé dans des épisodes. Oui, donc il y a plein de samplers qui sont plus ou moins complexes et qui sont plus ou moins efficaces, en tout cas qui atteignent des objectifs qui sont différents. Il y a des samplers qui sont très bons
pour faire de la fiction, on va préférer des sampleurs beaucoup plus simples pour rester factuel, etc. Et donc, c'est dans ce petit espace de liberté, en fait, ce choix du mot, qu'on va introduire un léger biais statistique. Et ce biais statistique va être détectable a posteriori uniquement avec le texte brut. Quand on veut analyser le texte, a posteriori, on va donc saucissonner le texte en blocs, disons un bloc de 20 mots, et le 21e mot va être évalué selon des fonctions de score qui vont dépendre aussi des 20 mots d'avant, et qui doivent donner un résultat particulier. Et donc, en fait, normalement, ce résultat va être aléatoire. Si ce résultat n'est pas aléatoire, mais qu'on peut y lire un motif statistique, bah alors on va dire, bah, ça y est, on a repéré la signature du watermarker, du watermark, donc on a repéré le watermark, le filigrane, on l'a repéré comme ça. Et donc, évidemment, au plus on a un texte long et des occasions de mesurer les scores nombreuses, mieux ça marche, parce que sur 20 mots, on va avoir un petit indice, mais statistiquement, ça ne va pas être très significatif. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des textes plus longs, parce que les textes très courts, ça va être extrêmement compliqué. Sur des textes qui font à partir de 400 mots, ça va beaucoup mieux. Donc ça va altérer le choix des mots, et c'est important le choix des mots, moins que le poids des photos, bah, quand même. Et d'ailleurs, on peut choisir, soit on altère le moins possible le texte et on a une détection qui est moins facile, mais un texte de qualité égale, soit on va un peu plus l'altérer, ce sera plus simple à détecter, mais ça peut aussi altérer la qualité de la production. Et d'ailleurs, la signature, elle va s'insérer dans l'incertitude, dans le flou, quelque part, dans le choix entre les mots. Donc, ça veut dire qu'au plus la température est élevée, c'est-à-dire au plus on va avoir de place pour la signature, au plus on va avoir cette phase de flou qui est importante, et donc au plus on aura de place pour mettre la signature dedans. Mais quand la température est très basse, et que le modèle est beaucoup plus déterministe, qu'on a beaucoup moins de flou, beaucoup moins de marge, bah du coup, ça va être beaucoup plus difficile, et donc ça va être beaucoup plus difficile à détecter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous avez du texte technique, qui est très factuel, qui laisse peu de place au choix, ça sera très difficile à marquer. Alors que quand vous avez du texte de fiction très libre, là vous pourrez effectivement plus facilement marquer le texte et repérer la signature après. Ce qui fait bien les choses, parce que c'est finalement plus dans des cas de génération de texte assimilés à de la fiction qu'on va avoir besoin de vérifier cette authenticité plutôt que dans du texte technique finalement. Quand tu génères des articles Wikipédia, c'est pas clair. Ah oui, ok. Donc tu vois, marquer du texte qui pourrait être détecté facilement et ça va consommer très peu de calcul, donc ça c'est très pratique. C'est possible, mais il y a quand même plein de limitations. Et disons que tout ça illustre bien c'est texte la brut au complexité passage, de la problématique. Voilà. Déjà, excuse-moi, j'anticipais sur les limites, mais tu l'as dit, c'est le texte brut, donc il suffit d'altérer finalement quelques mots a posteriori avec une intervention humaine, et quelque part, ça massacre complètement le watermarking, non ? Bah, ça dépend ce que tu fais, effectivement. Ça dépend si tu prends si tu extrais des extraits, tu as un texte, je sais pas moi, de 800 mots, si tu en prends 200, c'est toujours détectable. Par contre, si tu changes les mots, ça va dépendre. Si tu changes beaucoup de mots, ça peut complètement flouter le truc. Mais si tu en changes très peu, si tu changes un mot par-ci par-là, que tu changes là, par contre, ça va rester détectable parce que c'est statistique. Chaque fois qu'on prend les blocs de 20 mots, on a un indice. Et donc, si tu changes quelques mots, ça va un petit peu flouter l'indice. Mais après, dans les 20 mots d'après, peut-être que, tu vois. Donc, en gros, si tu veux, c'est relativement robuste si tu changes pas énormément de mots. Après, si tu reformules tout, oui, effectivement. Ouais, forcément. Ouais. Voilà. Bon, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que c'est quelque chose qui pourrait être implémenté par beaucoup d'outils, quelque part, avec les limites que tu décris. Concernant juste un dernier mot sur SynthID, concernant la démonstration technique sur le plan de l'image et de la vidéo, on n'est évidemment pas du tout sur le même principe que pour le texte. On n'est pas du tout sur le même... On est sur le même principe général, par contre, on n'est pas sur le même principe techniquement et dans les détails, non, pas du tout. Alors, pour le son, on va marquer le spectrographe, pour l'image, on va faire un peu pareil, on va marquer un petit peu le spectre. Mais on avait parlé, je crois, de certaines techniques pour les images, où effectivement on marquait le bruit à partir duquel on faisait émerger l'image. Et pour le son, c'est plutôt le spectrogramme, effectivement, qui est marqué. Avant qu'on continue, c'est quoi ton sentiment ? Est-ce que c'est un aboutissement en soi ? Il va falloir trouver une solution peut-être encore meilleure, mais que tout le monde va pouvoir adopter et qui pourrait raisonnablement régler le problème ? Ou est-ce que c'est tout simplement une étape dans le développement de ces solutions-là ? Moi, j'ai pas l'impression qu'en l'état, cette solution soit viable, et je ne vois pas les générateurs de contenu par intelligence artificielle se ruer sur SynthID et l'implémenter demain. Non, mais ce qui est clair, c'est que tous les gros prestataires vont faire du watermarking sur la production. Ça, c'est sûr. Parce que c'est un moyen aussi... Parce que les régulations, si tu veux, sur l'IA, elles sont en cours de... elles sont
On est en train de réfléchir à ça, et on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qui font peur, à juste titre aussi, Mhm. et la désinformation, c'est forcément un domaine comme ça qui fait peur. Et un moyen, ne serait-ce que de se faire bien voir des autorités, c'est de Et dire, oui. bon ben nous, de toute façon, toutes les images qu'on produit, elles sont marquées, tout le texte qu'on produit, il est marqué, et donc on vous donne les outils, et puis vous pourrez essayer de voir si vous avez un texte, vous pouvez le tester, et puis vous pouvez voir. Donc je pense que non, tous les gros prestataires vont effectivement marquer leur texte. Bon, évidemment, pas forcément tous les prestataires, mais tous les gros, Mm. Anthropic, OpenAI, Microsoft, tous les gros prestataires vont, je pense, à un moment ou à un autre, watermarquer leur truc. Et justement, Google, il développe cette trajectoire à fond, puisque Google Photos va bientôt nous permettre de montrer, dans une certaine mesure, là aussi il y a des limites, hein, mais si une photo a été éditée avec de l'intelligence artificielle. Oui, mais c'est beaucoup plus simple, parce que là, il n'y a pas de watermarking, c'est juste des métadonnées pour l'instant. Donc Mm. Google n'a pas encore mis Scent ID partout, tout ça, mais peut-être que ça viendra, attention. Mais là, on parle juste plus simplement de métadonnées, puisqu'en fait, Google a déjà déployé des outils de manipulation de photos très avancés sur ses téléphones, et leurs productions sont en réalité déjà signalées comme étant modifiées ou générées par IA dans les Mhm. métadonnées, sauf qu'elles ne sont pas visibles en général. Et donc Google a décidé de faciliter la tâche en les mettant bien visibles, hein, si vous voulez savoir... si vous voulez en savoir plus sur une image, hein, il affiche donc toutes ces informations dans le volet détail d'une image. Quand vous regardez les détails, au même titre que sa résolution, les infos des appareils, la date, le lieu, tout ça, ben là, à la fin, il y aura aussi une petite section AI Info qui indiquera si elle a été modifiée par une IA Google, et même plus généralement si elle a été modifiée tout court. Si c'est un montage en particulier, elle pourra le mettre aussi. C'est simple, c'est un peu le minimum, mais c'est déjà ça. Parfois, ça suffit. Il y a beaucoup de cas où les gens vont pas se prendre la tête à virer toutes les métadonnées, et puis ce sera déjà un premier pas très simple pour savoir à quel point ce que vous voyez reflète la réalité. Et après, il y aura évidemment des trucs plus sophistiqués qui arriveront certainement. C'est la base, on a besoin de passer par la base. On va parler, Guillaume, forcément de cette plainte qui concerne un chatbot qui aurait amené à un suicide d'un adolescent, un phénomène de société dont il va falloir qu'on parle un petit peu. Quoique, je dis phénomène de société, c'est peut-être un petit peu exagéré, je voudrais Oui, pas je qu'on pense aussi. mélange Ouais. voilà, Ouais. le fait de société du fait divers. Mais quand même, parlons-en, il faut qu'on relaye ce qui s'est passé, Guillaume. Oui, bah Lambda, vous vous souvenez peut-être de Lambda, c'était le modèle de langage de Google en 2022. Il a convaincu Blake Lemoine à l'époque, salarié chez Google, hein, qu'il était une entité consciente, et ça a fait bien rigoler. Ça a indigné aussi, on l'a couvert bien évidemment, mais le vrai truc à faire avec ça, c'était un business bien sûr. Parce que si Lambda était si crédible, s'il a convaincu Blake, ben, il pourrait convaincre bien plus de monde, hein, et c'est comme ça que Character AI a été fondé par Noam Shazir et Daniel de Freitas, hein, qui sont deux des créateurs de Lambda. Et donc depuis 2 ans, Character AI fait dans le chatbot récréatif. Hein, donc vous choisissez un perso, fictif réel ou presque réel, hein, comme Daenerys Targaryen, qui est donc un vrai personnage fictif. Et puis bon, bah, vous discutez avec quoi. Derrière, il y a un modèle de langage qui assimile une simple fiche de perso et qui fait du jeu de rôle, et puis voilà quoi. Replica est une autre boîte analogue, hein, qui d'ailleurs a été inquiétée par des plaintes de parents qui trouvent que chatter avec des robots, ça peut devenir un poil malsain, voire pas très bon pour la santé mentale. Et dans le cas de Character AI, c'est même allé jusqu'au suicide d'un adolescent américain de 14 ans. En tout cas, son suicide coïncide avec Voilà, d'apparentes voilà. romances Mm. avec une Daenerys virtuelle avec laquelle il chattait sans arrêt, quoi. Et Mm. dont certains passages sont, il est vrai, troublants, puisqu'elle l'exhorte à venir enfin, à lui être fidèle déjà, bon, à la rejoindre, et évoque parfois la question du suicide. Alors, ce chatbot, de toute façon, ne fait que ce que font tous les chatbots. Ils écrivent ce qu'ils pensent, entre guillemets, que vous voulez lire. Les chatbots sont conçus pour ça, c'est des prédicteurs. Hein. Ils sentent l'ambiance d'une conversation, puis ils la continuent de la manière la plus probable. Si vous êtes joyeux, bah, ça va partir en discussion super positive. Hein. Si vous êtes triste, bah, ça peut partir en déprime. Et en soi, cet adolescent devait déjà être très mal dans sa peau. Le chatbot n'a pas eu l'air de trop l'aider. Après, c'est très difficile de quantifier son impact. Il y a eu une plainte, il va sans doute y avoir un procès, bon voilà. Donc l'adolescence, ça peut être une période délicate. Quelle différence entre discuter avec une Daenerys robot et fantasmer sur une Daenerys voilà, dans sa tête, quoi, ou sur la Daenerys, enfin, sur la Daenerys de la série ou en jeu vidéo? Je sais pas, c'est difficile à dire, je suis pas psychologue. Il y a certainement une différence, hein, l'aspect interactif et personnalisé, hein, je veux dire, tu lui racontes tes propres sentiments et le robot en tient compte, évidemment. Et bon, encore une fois, il est conçu pour imiter, donc il est conçu pour partir avec toi dans tes délires. Donc il y a certainement un impact. À quel point c'est un impact qui est vraiment, disons, massif et déterminant, je sais pas. Character AI a annoncé de nouvelles mesures de sécurité quand même, hein. En particulier, il passe à une limite d'âge de 17 ans.
et une meilleure détection des chats un peu borderline, voire toxiques. Hein. Mais bon, en réalité, c'est son business à Character AI de faire des chatbots toujours plus naturels, plus humains, qui te rendent toujours plus accro. Donc, potentiellement plus dangereux aussi, hein, d'ailleurs. Et les outils sont là. Et ils sont tout prêts, et ils sont tout cuits, et ils arrivent. Les chatbots vocaux se démocratisent, et c'est la prochaine étape pour Character AI, ça c'est évident. On connaît bien GPT-4o, hein, qui est très perturbant, Gemini Live, mais il en arrive même en open source. Il y en a, le dernier en date, c'est un truc qui s'appelle Spirit LM, de Meta, qui est une sorte de lama qui parle en gros. Puis on a eu Moshi, hein, l'expérience française de QTI, et aussi GLM4 Voice. Donc voilà, la nouvelle vague, elle est là. Non seulement des chatbots voilà, en cloud, quoi, hein, mais aussi potentiellement des chatbots sur votre propre PC, sur votre propre machine, un jour sur votre propre téléphone. Totalement privés. Des chatbots qui peuvent comprendre directement ce que tu dis et aussi saisir tes émotions à partir de ce que tu dis. Et même dans l'intonation de ta voix. Et ils peuvent eux-mêmes synthétiser directement de la voix et des émotions, des intonations parfaitement naturelles. Pour des chatbots qui seront toujours plus humains. Et ça, c'est vraiment une aubaine pour Character AI. Mais imagine le bordel. Combien d'ados supplémentaires pourraient tomber amoureux d'une Daenerys qui te parle, avec la voix de la vraie Daenerys, enfin la voix d'Emilia Clarke, quoi, je sais pas. Donc en gros, le 21e siècle sera parasocial, ça c'est très bien parti pour. Ouais, je voudrais juste approfondir ce point, hein, c'est que finalement, quand on critique, quand on fait un lien de causalité entre ce service-là et un mal-être, voire dans le cas présent, un suicide d'un adolescent, je pense qu'on pourrait, hein, j'utilise le conditionnel, faire la même confusion que ne l'a été avec le jeu vidéo ou avec les jeux de rôle à une autre époque. Et donc, effectivement, il est grand temps de prendre la mesure de ce qui peut exister, de mettre en place des mesures de protection, ça c'est certain. Mais par contre, peut-être pas de tirer des conclusions de l'ordre de phénomènes de société. On en est encore très très loin et comme tu l'as très très rapidement souligné, la causalité n'est pas forcément évidente. Mais ça reste quand même important de s'intéresser aux impacts que ça pourrait avoir, notamment auprès d'adolescents pour qui c'est déjà très difficile de juste vivre de manière épanouie, quoi. Guillaume, anticipation, on a vécu l'arrivée de tous les GPT, ou en tout cas tous les GPT disponibles publiquement. Je me rappelle des tout premiers GPT dont tu parlais déjà à l'époque dans Tech Café, qui nous laissaient entreapercevoir un outil surdimensionné qu'il ne fallait surtout pas mettre à disposition du grand public. Est-ce que ce sera le cas de GPT-5 ? Écoute, on parlait surtout de fiabilité de l'information tout à l'heure. Voilà un exemple très concret pour moi, justement, de soucis à ce niveau-là. Parce que bon, j'utilise pas mal le site The Verge pour ma veille, hein, et j'ai pas trop à m'en plaindre en général. Et là, j'ai vu passer une news la semaine dernière où il affirmait, selon leurs sources, hein, que Orion, donc GPT-5 pour faire simple, serait lancé d'ici le mois de décembre. Donc Orion, c'est le nom de code, a priori, de leur prochain gros modèle, après GPT-4o, donc on ne sait pas vraiment comment il va s'appeler officiellement, donc moi, GPT-5 ou autre chose. Donc ChatGPT fêtera son anniversaire donc le 30 novembre, donc le service aura 2 ans pile. Alors il a beaucoup évolué depuis, hein, et il semble assez évident qu'OpenAI sortira dans pas trop longtemps un truc après GPT-4o, parce que la concurrence, elle l'attend pas, on va parler du nouveau Claude là juste après. Il y a Google qui est aussi pressenti pour sortir un truc majeur en fin d'année, donc toujours selon The Verge d'ailleurs, il y aura Gemini 2.0 qui sortirait le même mois qu'Orion. Alors tout ça paraît assez logique de toute façon, et pourtant Sam Altman a contesté l'article de The Verge en le taxant de fake news. Donc il n'y aurait pas d'Orion pour la fin d'année. Alors qu'est-ce qu'il y aurait d'ailleurs ? OpenAI a bien sorti O1, hein, qui est peut-être impressionnant par certains aspects, mais qui n'est pas forcément idéal en toutes circonstances non plus. Donc The Verge cite 2 sources internes et anonymes, hein, qui indiquent quand même que Microsoft serait en train de se préparer à déployer Orion sur sa serveur. Alors qui dit la vérité ? The Verge s'est-il trop avancé ? Aurions-nous mal compris ? Google aura-t-il le champ libre en fin d'année pour son Gemini 2.0 ? Ou alors est-ce qu'on n'aura rien ? Voilà, on n'aura rien du tout. On n'aura rien d'autre que nos yeux pour pleurer, nos boîtes de Prozac pour se remettre de l'élection américaine ? Mystère. C'est possible, va savoir, Guillaume. On suivra ça ensemble. Mais effectivement, on va aussi laisser beaucoup de place à ces interfaces de contrôle d'ordinateur avec la voix et avec des interfaces qui rendent intelligente une requête. Et donc, par exemple, est-ce que je pourrais peut-être demain, Guillaume, parler à mon ordinateur et dire « Va t'inscrire sur Patreon et soutiens Tech Café ». Et qu'est-ce qui se passerait ? Oui, je l'espère. Et non seulement tu pourrais lui dire, il va commencer à le faire, et puis après il va partir en Hawaï regarder des images de Yosemite. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé en plus. Oui, grosse semaine sur le plan des chatbots et des modèles de langage en particulier, avec la sortie de la nouvelle version de Claude 3.5 Sonnet, qui s'appelle Claude 3.5 Sonnet.
Me demandez Incroyable. pas, je sais pas comment fonctionne le cerveau des mecs qui trouvent les noms de ces modèles. C'est déjà pas assez compliqué avec Claude 3 Opus, Claude 3.5 Sonnet, Claude 3.5 Haiku. C'est le gros de la génération d'avant, puis t'as le moyen de la génération de maintenant, puis t'as le petit de la génération de maintenant. Et maintenant, il y a des mises à jour de 3.5 Sonnet et Haiku. Et apparemment, ça leur aurait arraché la gueule de les appeler 3.6. C'est Claude 3.6. Non, ça, c'est pas possible. C'est plus simple. Donc, Claude, pas 3.6, est arrivé, et le plus fabuleux, c'est qu'ils insistent même pas tant que ça sur ces progrès, qui sont pourtant remarquables. Hein. Ils insistent médiatiquement beaucoup plus sur une nouvelle capacité qui est effectivement assez spectaculaire, puisqu'il y a une possibilité qu'il utilise ton PC à ta place. Donc Claude 3.6-0,1 peut être utilisé comme un agent via une interface qui est assez sommaire, hein, qui peut bouger la souris, hein, et rentrer du texte à ta place. Et donc il est capable de faire des menutages de bureautique à ta place, sur ta propre machine. Il est capable de comprendre ce qu'il y a sur ton écran, et d'en déduire des suites d'actions pour les faire, comme toi. Tu peux lui demander de remplir un formulaire en ligne avec des données qui sont sur Internet ou qui sont dans un tableur ou dans ta boîte mail, et tu peux ensuite le regarder faire, fasciné de voir un ordinateur être utilisé par un autre ordinateur. Et les engins autonomes, c'est quand même à la mode, hein. C'est le paradigme des LAM, les Large Action Model, qu'on nous promettait sur mobile avec le Rabbit R1 déjà, et sur PC avec le 01 Lite de Open Interpreter. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la petite boule blanche à laquelle vous pouviez parler pour discuter avec votre PC. Voilà, j'étais un poil sceptique sur la petite boule blanche, hein, je dois bien l'avouer. D'ailleurs, sachez que cette boule, l'appareil qui s'appelle 01 Lite, est complètement annulé et qu'à la place, Open Interpreter va se concentrer sur une application qui va s'appeler 01 App. Et oui, c'est un petit peu plus simple. Donc Apple, aussi bien Microsoft, annonce des modèles capables de comprendre ce qu'il y a sur l'écran, hein, et on a vu une interaction vocale de ça très récemment avec Copilot Studio, dans Copilot, enfin avec une version de Copilot Studio. Google sera en train de travailler sur son Project Jarvis, dont le nom est assez évocateur, hein, en tout cas aux amateurs de comics. Donc une IA autonome qui se sert de Chrome pour faire ce que vous lui demandez, bah, ce serait ça le Project Jarvis, donc hein, automatiser les tâches ingrates et basiques du quotidien directement dans une interface humaine, en fait, hein, l'interface que vous utilisez tout le temps. Et donc Anthropic, avec son nouveau Clo-Clo, là, il est parfaitement dans cette tendance. Alors c'est vrai qu'en tant que technophile pur, on est juste sur le cul, on est fasciné de voir des IA utiliser des PC comme nous on le ferait, c'est incroyable. Après, enfin, comme nous on le ferait, un peu plus lentement quand même. C'est ça, c'est que le truc, c'est que d'un point de vue pratique, plus terre à terre, hein, si on se pose les questions légitimes de savoir si ces agents sont capables de faire les mêmes choses que nous, plus vite que nous, et de manière plus fiable toutes les fois que nous, la réponse c'est clairement non. Claude, il est lent, tu l'as bien dit, il est lent à faire le boulot, il n'est pas capable de faire des tâches complexes, et il se perd parfois dans des tâches simples. De l'aveu même d'Anthropic, hein, son IA s'est brusquement arrêté de faire un boulot qu'on lui avait demandé pour aller regarder des photos du parc de Yosemite sur Google. C'est fascinant à voir, c'est à mourir de rire. Ouais. Mais bon, ça montre que c'est pas cuit quand même, hein, parce qu'en plus d'être assez lent et donc d'avoir manifestement un TDAH, Claude se révèle assez cher, puisqu'il faut faire énormément d'appels à l'API Anthropic, parce que tout ça, évidemment, c'est beaucoup de tokens. Déjà, il faut prendre des photos de l'écran régulièrement, et tout ça, c'est énormément de tokens à envoyer, c'est converti en tokens, c'est énormément donc d'appels à l'API que vous payez quand même, hein. Tout ça, c'est pas gratuit. Et tout ça, c'est pour faire des trucs qui prennent pas non plus autant de temps que ça, et qui sont quand même assez basiques et que vous savez faire tout seul, donc bon. Alors on aurait pu dire que les agents IA décollent, mais là, on est encore au sol, et on est même plus dans la phase où on achète du Toblerone en duty free quand même, hein, que sur la piste. Alors c'est certainement un truc qui va énormément s'améliorer à l'avenir, mais là, c'est vraiment encore une démo. Et Anthropic le confesse lui-même, hein, il y a des scores de benchmark spécialisés qui sont clairement meilleurs que la concurrence, hein, mais qui sont vraiment aussi assez loin du gros yo humain de base, quoi. Hein. Pourtant, Claude pas 3.6, il est très intéressant en lui-même, hein. Il est vraiment meilleur en raisonnement, et en code aussi que Claude 3.5. Il serait même pas loin de O1 dans certains cas. Si on en croit Simple Bench, qui est donc un test qui est dur pour les LLM et qui est simple pour les humains, il talonne O1, et alors que c'est un modèle qui réfléchit pas. Enfin, je veux dire, c'est pas un modèle qui réfléchit comme O1, hein, en vomissant des logorées de mots comme lui. Non, c'est juste un modèle qui est meilleur, quoi. Et donc, c'est de très bon augure aussi pour les prochaines générations. Hein. Donc, on peut imaginer un Claude 3.5 opus qui réfléchit comme ça pourrait donner un truc vraiment impressionnant quand même. On continue avec la promesse de DeepMind. Attention, est-ce qu'elle pourrait résoudre les problèmes de conflits et de désaccords dans le monde, ou plus humblement, Guillaume, hein, j'ai une relation difficile avec mes voisins. Est-ce que ça pourrait me servir d'intermédiaire peut-être ? Absolument pas. Mais bon, oui, c'est vrai, notre monde est divisé, polarisé. Alors, c'est aux États-Unis qui sont au bord de la guerre civile, mais aussi en Europe, hein, malheureusement, et en Angleterre. En Angleterre, ils ont DeepMind aussi. Et DeepMind, lui, veut réparer le monde avec ses IA. Alors, les gens sont divisés, mais c'est juste parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Or, le discours, les mots, la tchatch, c'est la spécialité des LLM. Alors, pourquoi pas les utiliser comme médiateurs ? Bah ouais.
Bah ouais, et puis donc elles écouteront ce que les autres et les uns ont à dire et elles feront une sorte Mhm. de fusion, elles produiront une sorte de terrain d'entente, quoi, et on va resoumettre ça aux participants qui On qu'est-ce qui se dirait, passe? en fait, j'y réfléchis, on dirait Elon Musk qui propose une solution au grand problème de conflit dans le Ah bah, de monde. toute façon, c'est un peu l'idée, hein, c'est un autre solutionnisme technologique, hein. C'est Mais ça. bon, pour le coup, ils ont quand même fait les tests, hein, donc effectivement, il y a voilà, itérativement comme ça, on donne à l'IA, on critique l'IA et puis l'IA, va converger quelque part et la convergence, c'est quand il y a, un terrain d'entente et que tout le monde se fait des bisous, quoi. Alors c'est pourtant simple et ça marche, enfin des fois et pas sur tous les sujets. Bizarrement, alors bien sûr, voilà, évidemment les humains peuvent faire ça aussi et les médiateurs ça existe, hein, voilà, OK, pas de problème et donc DeepMind va conduire des tests où on va comparer un médiateur humain et puis un médiateur IA, quoi. Et donc ils ont fait des équipes de 5 dans un premier temps pour discuter de sujets politiques et donc il y avait un médiateur humain. L'humain a réussi à éviter que les équipes se tapent dessus dans 44 des cas et l'IA dans 56 des cas. Dans une autre session de test, pour certains cas, comme réduire le nombre de gens dans les prisons, on passe de 60% avec un médiateur humain contre 75% d'accord, enfin voilà, de cohésion quoi, avec Ah, l'IA. D'autres sujets passent de 39 à 51%, de 42 à 57%, et parfois ça marche pas du tout, comme avec le Brexit, hein, où les gens ne sont pas repartis plus divisés du tout. Donc on note que l'IA peut être plus habile à manier le langage et bah alors. l'émotion que certains humains, mais c'est pas non plus miraculeux. On n'est jamais à 100% d'accord, ni même à 80 ou 90. On peut gagner jusqu'à 20% d'efficacité, Pas mal. ce qui est pas mal en soi, quoi. Mais la Mm. grosse limitation de l'étude, c'est que ça marche pas sur tous les sujets, et ça marche pas sur les sujets vraiment clivants, et même d'ailleurs, il y a des sujets qu'ils n'ont pas osé tester, en fait. Donc le Brexit, c'est un sujet clivant, clairement, et DeepMind n'a pas voulu trop se mouiller, parce qu'il a délibérément choisi, par exemple, d'écarter des sujets très sensibles comme les droits des trans ou le changement climatique. Et Mm. bon, si t'évites les sujets qui fâchent, tout le monde sait que c'est beaucoup plus facile de passer une soirée tranquille en famille au restaurant, hein, c'est sûr. Donc ce qui ressort de cette étude, c'est surtout que la politique et la société humaine, ça va être beaucoup plus difficile à maîtriser pour les IA que StarCraft ou le pliage des protéines. Et comment est-ce qu'on pourrait croire le contraire? Ouais, il faudrait peut-être essayer de voir si DeepMind nous aiderait à savoir s'il faut dire pain au chocolat ou chocolatine. Déjà, ce serait une bonne base. À mon avis, ça c'est comme le Brexit, hein, t'es mort. Ouais, c'est vrai, ça risque d'être trop compliqué, effectivement. On va attendre de voir ce qui se passe, mais les diplomates à base d'IA, c'est pas encore pour aujourd'hui. On va plutôt parler de la nouvelle version d'un outil qu'on a suivi et sa dernière mise à jour n'avait pas été particulièrement glorieuse. Il y a sans doute une volonté de faire oublier ces petites erreurs du passé. C'est la nouvelle version de Stable Diffusion, Guillaume. Et oui, après le Stable Diffusion 3 de la loose, Stability AI revient avec une version 3.5 de la rédemption. C'est comme c'est souvent le cas aujourd'hui, c'est même une famille de modèles, il y en a trois, il y en a un gros rapide et un moyen. Le moyen est très accessible, hein, il fait 2,5 milliards de paramètres, ce qui le rend à peu près aussi accessible que que SDXL aux configurations modestes, hein. Les autres font 8 milliards de paramètres, donc ils sont quand même nettement plus gros, mais ils sont significativement moins lourds que Flux, qui en fait 12 quand même. Donc SD 3.5 est donc relativement accessible. C'est aussi un Diffusion Transformer, comme son prédécesseur. Il a une licence qui est raisonnable, c'est-à-dire qu'il est gratuit pour un usage non commercial et pour un usage commercial au-dessous d'1 million de chiffre d'affaires. Et il n'y a pas de souci sur les productions. Elles sont à vous, hein, et elles ne sont pas à Stability, donc ça ouvre la voie à toutes sortes de modèles dérivés, comme avec SDXL. Stable Diffusion 3.5 est d'ailleurs plus facile à fine-tuner de par son architecture. Il y a des petits détails architecturaux qui le rendent relativement plus simple à personnaliser. Et de base, on a des résultats qui sont bien meilleurs que SD 3.0. Hein. Alors l'anatomie est meilleure, alors c'est pas parfait, mais on est quand même très loin de la catastrophe industrielle du précédent. Il gère très bien le texte, il suit très bien le prompt. Alors j'ai fait des tests très rapides, j'ai vraiment cet après-midi, un peu à l'arrache, mais les quelques trucs que j'ai fait, c'est un modèle qui a plutôt de bons résultats, avec des bons niveaux de détail. J'ai surtout testé la version turbo d'ailleurs. Esthétiquement, les images sont très diversifiées et on est vraiment globalement au niveau de Flux, peu ou prou, voilà, plus ou moins quoi. Stability AI est donc, je trouve, de retour dans la course. Flux est passé en version 1.1 d'ailleurs, alors c'était devenu le chouchou de la communauté, hein, clairement. Mais Stable Diffusion devient un modèle du coup alternatif qui est quand même efficace, un peu plus accessible, et ça c'est quand même important, et assez facile à modifier, et plus facile à modifier je crois même que Flux. Donc ça pourrait relancer l'intérêt pour la famille de Stable Diffusion, donc on tient peut-être un digne successeur de SDXL. L'image de couverture, c'est toi qui l'as faite avec cette version? Le Terminator, ouais.
On continue, L'autre, c'est évidemment. une image officielle, tout simplement. Oui, je l'ai vu sur le site, effectivement, mais l'autre, le pseudo-Terminator qui dit I'm back avec sa pancarte. Vous l'avez en couverture. Et puis il est dans l'herbe, parce que Oui. c'était justement les filles dans l'herbe que Évidemment. les 3 n'arrivaient pas à faire, c'était atroce, donc bon, c'est pour ça. La fille est évidemment, l'image officielle est une jeune femme allongée dans l'herbe et qui nous regarde avec plein de petites pâquerettes. C'est particulièrement poétique. Guillaume, on termine cette rubrique avec l'incontournable du moment. Ce sont les nouveaux générateurs vidéo. Oui, on en est là, hein. Il y a 9 mois, la génération vidéo, ça me semblait être un rêve de long terme, tu sais, puis après, bon, il y a eu Sora qui nous a soufflé, et maintenant, chaque semaine, j'en parle, il y a sort de nouveau, tu sais, enfin, tout le monde en fait un, c'est du délire. Il y a Hyper, par exemple, hein, qui sort carrément en version 2, dont la qualité semble assez bonne, et en plus, tu peux faire des trucs sous forme de template, c'est-à-dire que t'as des templates pour créer facilement des clips d'un type particulier, des morphings, des produits en exposition, des vidéos de course, enfin, des choses comme ça. On a aussi Genmo qui sort sur Mochi One, que vous pouvez tester gratuitement et qui sort en open source. Et Genmo, il a des têtes d'affiche qui ont participé à son développement, ils ont participé donc à Dream Fusion, à Emu Video, donc il y en a aussi qui viennent d'OpenAI, des développeurs de ces Genmo, et il y en a même un, c'est un chercheur qui est à l'origine de la méthode DDPM, qui est très très utilisée en diffusion. Mochi One, c'est un diffusion transformer qui est assez gros, par contre, il fait 10 milliards de paramètres, c'est plus gros. Alors, c'est le plus gros que vous puissiez télécharger, clairement, mais il faut aussi se dire que vous aurez non seulement à loger ce modèle-là dans votre RAM vidéo, vous aurez aussi à loger le contexte pour la vidéo, c'est-à-dire la vidéo entière, en fait. Donc, ça veut dire qu'il va falloir une grosse config pour faire tourner ça. Les démos sur le site de Genmo, qui ont été créées par les visiteurs, hein, d'ailleurs, sont vraiment pas mal. Il y en a, j'aurais même pas deviné que c'était artificiel. Celle avec le chat devant le plat de spaghetti, franchement, bon, on m'aurait dit c'est un chat, j'aurais vraiment pas calculé. Alors pour l'instant, c'est du 480p, c'est déjà très impressionnant, ça a l'air d'être un bon modèle, c'est beaucoup trop lourd pour moi en local, mais bon, c'est prometteur. Et enfin, pour terminer cette rubrique, on parle de Runway qui dévoile en avant-première Act 1. Alors le principe est pas compliqué, hein. Je parle, je joue un rôle devant un fond neutre, voilà, un mur blanc, et Act 1 me transforme en n'importe quoi. Un animal, une femme, un dessin animé, et ça dans le contexte que je veux. Voilà, un diner, voilà, une bibliothèque, un animé de Miyazaki, c'est comme vous voulez, c'est de la performance capture, mais gratuite, tout simplement. Et ça, c'est quand même impressionnant. Un acteur peut jouer tous les rôles, dans toutes les scènes, et l'expressivité des visages est très bien conservée. C'est vraiment très naturel pour de la vidéo synthétique quand même. Alors, ça sera à terme une composante de Gen 3 dans un futur proche. Je vois pas comment ce truc ne va pas s'imposer aussi bien à la télé qu'au cinéma. Faudra attendre que ça soit une qualité suffisante pour le cinéma, peut-être, mais bon, voilà, et que ça soit possible en temps réel pour la télé, voilà, ce genre de truc. Mais imaginez pour les VTubers, ce sera incroyable. Pour un VTuber, voilà quoi, c'est pour les séries télé même, ou pour le direct dans des émissions. À mon avis, c'est un outil qui a un énorme avenir. On va terminer cette rubrique intelligence artificielle avec une petite mention rapide. Alors bon, Apple distille les infos au fil de ce mois, je pense, voire même de cette semaine, sur les différentes sorties de produits qui ne nécessitent pas un gros événement. C'est peut-être pas plus mal. Il y a des nouveaux iMac qui sont sortis, voilà, un poil moins cher, tout est relatif, mais un poil moins cher avec des nouvelles couleurs, et surtout les M4. Mais peut-être ce qui nous intéresse plus directement et ce qui méritait peut-être la mention dans cet épisode de Tech Café, c'est la confirmation, l'annonce officielle par Apple de l'arrivée de Apple Intelligence en avril 2025. Ça ne change rien aux prérequis en termes de matériel. Notamment concernant les iPhones, c'est dispo qu'à partir des iPhone 15 Pro. Donc évidemment, ça va nécessiter aussi du renouvellement de matériel pour pleinement profiter. Mais enfin, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussitôt et que ce soit annoncé, même que la date soit annoncée aussitôt. Ça peut être repoussé, mais tout porte à croire qu'en avril 2025, Apple Intelligence sera là. Donc voilà, ils vont se mettre au niveau de tous les autres qui sont déjà bien en train de s'installer. On enchaîne avec une rubrique que tu as intitulée Répliquant, vous allez voir, parce qu'en fait, il y a plein de petites news qui peuvent s'y raccrocher, mais il faut avant tout qu'on parle de ce nouveau problème autour d'Elon Musk, Guillaume, et notamment à l'aune des élections américaines qui approchent. Oui, bon, on parle encore de cinéma aussi avec Tesla qui est accusé de plagiat par Alcon, ou Alcon peut-être, qui possède les droits sur Blade Runner 2149, dont l'imagerie a fortement inspiré certains passages de We Robot, la semaine dernière, ou celle d'avant d'ailleurs, je sais même plus. Apparemment, Tesla a demandé la permission à Alcon, quelques heures avant le début de l'événement, et puis bon, ils les ont refusés, manifestement, parce que c'était fait à l'arrache, par un stagiaire oublié dans un placard, je sais pas, c'est quelques heures avant. Mais Tesla a mis des images de Blade Runner quand même,
ou presque, puisqu'il les a mises dans un générateur d'images pour avoir des trucs qui ressemblent, en fait, qui ressemblent beaucoup trop, selon Alcon, qui attaque donc en violation de copyright. Et la raison pour laquelle Alcon a refusé, finalement, c'est parce que c'était à l'arrache, et aussi parce que toute marque prudente, envisageant un partenariat avec Tesla, doit tenir compte du comportement massivement amplifié et hautement politisé et capricieux et arbitraire, tout ça, de Musk, qui vire parfois au discours de haine. Donc c'est quand même fort, ça commence vraiment à lui poser des soucis, en termes d'image, en termes économiques, en termes... Bon. Musk n'a pas toujours été comme ça, mais là il est politisé à mort, il est devenu militant Trump de premier plan, il endosse au passage toutes sortes de théories du complot d'ailleurs, je vous encourage à écouter le dernier épisode de Complorama, celui du 25 octobre, si ça vous intéresse. Il est dédié effectivement à Elon Musk dans le cadre des élections américaines. Et pour couronner le tout, depuis la semaine dernière, on sait même que c'est un fan de Poutine. Et quand je parle de Poutine, je parle pas de ce fantastique plat amincissant canadien, je parle bien de Vladimir. Vladimir, c'est pas notre ami, nous les Européens, c'est pas plus celui des Américains. Et quand le Wall Street Journal publie un article détaillant qu'Elon est régulièrement en contact avec lui depuis 2 ans et qu'ils sont copains comme cochons, ça fait beaucoup. Alors, ils discuteraient, en effet, aussi bien de géopolitique que de sujets personnels. Ce sera un poteau, quoi. Les autorités russes ne confirment qu'un seul coup de fil. Le journal cite quant à lui plusieurs sources en Russie, en Europe et aux États-Unis. Et donc ça, c'est quand même très inquiétant. Musk, il est très très riche, très très puissant, très influent, très impliqué politiquement. Voilà, du côté de Donald Trump, Donald Trump qui lui-même a été approché par les Russes dès les années 80 et qui est aussi fasciné par Poutine. Mais bon, Musk, il possède SpaceX. Et SpaceX, il est massivement financé par le gouvernement américain via des contrats NASA et même, comme on en a parlé la semaine dernière, des contrats directs avec le Pentagone. C'est quand même étrange comme situation, une situation où le Pentagone fait affaire avec une boîte dont le PDG est pote avec un des principaux ennemis du pays. Et là, il y a pas mal de hauts fonctionnaires qui commencent à se poser des grosses questions. Pourquoi exactement les deux hommes se parlent? Et de quoi? On n'en sait rien. Mais les implications simplement de l'existence de ces coups de fil sont flippantes, si c'est confirmé, effectivement. Mais bon. Alors donc on sait qu'avec Starlink, Musk a déjà joué un rôle dans la guerre en Ukraine. On n'a pas envie que Musk s'occupe trop de politique internationale. C'est le bordel comme ça. Et puis c'est aussi très étrange économiquement parlant. Musk, il se politise totalement. Il est à fond avec Trump à tel point qu'il lie son destin à la destinée politique de Trump, carrément. Parce qu'il fait ça avec ses boîtes aussi, du coup. Tesla et SpaceX doivent porter ce fardeau. Elles sont indirectement politisées aussi, et de manière très radicale. Qu'est-ce qui se passe si Kamala Harris remporte l'élection? Bon, la guerre civile, d'accord, mais aussi pour SpaceX. Je veux dire, est-ce qu'un démocrate achètera jamais une Tesla? Qu'est-ce qui va se passer pour les contrats avec la NASA? Est-ce qu'on va faire confiance? Est-ce que l'État peut permettre de faire confiance à un mec qui parlerait comme ça avec Poutine? C'est assez incroyable. Je veux dire, c'est quand même des boîtes tech et des boîtes tout court absolument énormes. Et qui font partie, si tu veux, c'est des fleurons industriels américains quand même. Donc c'est quand même assez étrange. Ouais, on vous renvoie là encore au documentaire dont on parlait, que tu avais mentionné dans l'épisode la semaine dernière. C'est quoi le titre exact? J'ai oublié. Les espions. Bon, j'ai bouffé le nom. C'est David Keane, ouais, pardon. Oui, bon, on verra. Le titre est mal fait, il est trop long, trop compliqué et alambiqué. Mais oui, effectivement, Elon Musk. Et oui, allez écouter le dernier Complorama, c'est hyper intéressant. On va continuer d'ailleurs, on parle d'Elon Musk. Qui n'en démord pas, il veut absolument faire d'X une super app, et qui dit super app dit, Guillaume, les paiements. Oui, quand Twitter a été repris par Elon, le but a été clair, c'était de faire un WeChat américain. Donc cette super app qui pouvait avant tout, faire plein de trucs, mais surtout gérer votre vie financière. C'est-à-dire devenir votre banque, littéralement. X devait être capable de remplacer votre compte bancaire. Et 2 ans plus tard, c'est toujours pas le cas. X a fait des demandes pour devenir prestataire de paiement dans tous les États américains, c'est allé plus ou moins vite. En juin dernier, la CEO Linda Icarino annonçait le transfert d'argent comme imminent, et de manière très surprenante, X vient de renoncer à demander une licence pour l'État de New York, alors qu'il en est déjà à 38. Il a déjà 38 licences, dont celle de la Californie. Alors la licence de New York, ça a été difficile à avoir, ça a été compliqué, il y a un cabinet d'avocats qui a fait pression sur le procureur de l'État. Ça a été en pause pendant des mois, le cabinet d'avocats a mis en balance les relations entre Twitter et l'Arabie Saoudite. Il y a eu l'affaire Khashoggi, assassiné par le régime, retrouvé grâce à des données fuitées de Twitter, après une campagne d'influence aussi sur Twitter. Une histoire qu'on avait relatée il y a quelques temps, et qui n'a pas du tout empêché Musk d'ailleurs de convertir toutes les parts saoudiennes de Twitter en parts de X. Donc les Saoudiens font aussi partie évidemment du
du capital de X. Enfin bon, tout ça pour dire que New York a créé des difficultés, c'est vrai, pour X, mais c'est quand même lui qui a jeté l'éponge finalement. Mais pourtant, le cabinet d'avocats qui avait donc fait pression a finalement retiré sa plainte. Donc on est quand même perplexe, puisque X ne peut pas lancer un service de paiement sans avoir au moins tous les États américains, et en particulier un État clé comme New York. Son service ne serait pas crédible. Imagine si tu dois savoir dans quel État est le magasin où tu achètes, par exemple. Tout le monde s'en fout de ça. Tu achètes dans un magasin, puis c'est tout. C'est d'autant plus incompréhensible que le cabinet d'avocats en question, il fait plus barrage. Donc je comprends. C'est vraiment très très étrange. Donc aux US, il semble par contre que l'ambiance soit plus à la régulation des institutions financières, donc c'est peut-être aussi pour ça. Si X veut devenir une banque, il va avoir toutes les contraintes d'une banque. Et ça, c'est chiant. Ça fait vraiment beaucoup de papier. Ouais, c'est vrai que c'est pénible, ça. N'est-ce pas? Sur la transparence, la lutte contre la fraude, la sécurité des données, la portabilité des données. C'est compliqué, c'est beaucoup de formulaires, et peut-être qu'il est comme moi, il est phobique administratif, Musk, comme moi, hein, donc il n'a peut-être pas trop envie. Mais du coup, Musk veut quand même, depuis le début, dépendre le moins possible de la pub, et il a d'ailleurs envoyé se faire foutre les plus gros annonceurs, donc si X ne devient pas un nouveau super PayPal, il va devenir quoi? Pour l'instant, c'est encore un mystère. On a parlé à plusieurs reprises, Guillaume, de Temu et de tout ce qu'on pense et de tout ce que tu penses spécifiquement des bienfaits de cette plateforme chinoise de commerce. Il faut qu'on fasse un petit peu le point d'actualité parce qu'a priori, Amazon, y voilà un concurrent qu'il faudrait égaler finalement. Oui, en 2023, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 1,3% à 57,1 gigatonnes. Hein, c'est plus vite que pendant la période pré-pandémique, puisqu'entre 2010 et 2019, elles augmentaient que de 0,8% en moyenne. Alors là, toutes les sources d'émissions augmentent, sauf celles liées à l'exploitation des terres, qui doit être déjà au max, j'imagine. Les émissions de l'aviation ont augmenté de 19,5%. Je pose ça là, et puis comme on aborde le sujet du développement durable, on va parler de Temu, qui est donc un véritable modèle, un exemple à suivre, que Amazon veut imiter goulûment, c'est-à-dire proposer des masses astronomiques de produits merdiques vendus pour une bouchée de pain et expédiés de Chine, parce que selon The Information, Amazon voudrait lancer un magasin low cost, c'est-à-dire un magasin avec une limite haute par type de produit. Et les prix sont très très limités, puisque ce serait 8$ max pour les bijoux, 9$ pour la literie, 13$ pour une guitare et 20$ pour un sofa. Un sofa en carton, donc, je suppose, parce que sinon je ne vois pas. C'est vrai que ça m'étonne aussi. Le tout serait expédié d'un centre logistique à Guangdong, donc en Chine, et expédié en mode low cost aussi, avec des délais de livraison plus larges d'une dizaine de jours. Les vendeurs eux-mêmes auraient des tarifs préférentiels pour la logistique, pour leur permettre de tirer les prix vers le bas. Alors Dieu sait qu'il y a énormément de merdier sur Amazon déjà, mais là au moins il n'y aura pas d'ambiguïté, ce sera que du merdier. Amazon en mode Wish, voilà, c'est ça dont le 21e siècle avait besoin, n'est-ce pas? Ça et le cynisme aussi, là le cynisme c'est la morale élastique, le cynisme, évidemment, puisqu'on en parle, plus ou moins, Jeff Bezos vient aussi d'interdire au Washington Post de prendre parti pour Kamala Harris, je sais pas si t'as vu passer ça, à la consternation de toute la rédaction, ils ont publié un communiqué tiède, lâche même, ils prennent parti pour personne. Parce que c'est pas bon pour les affaires de prendre parti. Bon, je sais, ça n'a rien à voir. On pourrait se tromper en prenant parti, c'est ça le problème. C'est ça, alors je sais, oui, bon, vous allez me dire, je dérive, parce que Bezos n'est plus PDG d'Amazon, effectivement. Mais je trouve que c'est la même thématique un peu, c'est la thématique du on s'en branle tant qu'on fait du pognon. Après, le pragmatisme, ça peut aussi être à double tranchant. Le Washington Post a déjà perdu 200 000 abonnements et c'est pas fini. Le buzz enfle, d'ailleurs, tout le monde en parle. Puis la confiance des lecteurs, c'est un truc assez important, quand même. Pour un des plus anciens journaux américains, quand même. C'est Squeezie qui a pris la parole il n'y a pas très longtemps, qui revendiquait le fait qu'il avait pris la parole contre le Rassemblement national durant les dernières élections et qui avait constaté une perte importante de son nombre d'abonnés et qui revendiquait malgré tout l'avoir fait. On continue avec ses volontés de ressembler à notre service, avec le monde du libre qui souhaiterait bien avoir son TikTok, Guillaume. Le 21e siècle avait aussi besoin d'un clone de TikTok sur le fait divers. Apparemment, l'auteur de PixelFed, qui est déjà un clone d'Instagram, se remet ça avec Loops, qui est une sorte de début de clone de TikTok. Donc vous pouvez poster des vidéos de 60 secondes max, alors bientôt il y aura la possibilité de remixer, de rajouter une piste sonore, voilà, des hashtags, etc. Tout l'équipement de série moderne, quoi. Mais c'est pour un peu plus tard. Là, c'est encore en bêta, pas vraiment fermé, mais le compte doit être activé un peu à la main, j'ai l'impression. La grande question, c'est celle de la modération d'une plateforme décentralisée, gérée avec peu de moyens, et donc elle sera faite par des modérateurs humains qui vont utiliser une sorte de score de réputation. C'est-à-dire, si vous avez une bonne réputation, donc voilà, si vous postez régulièrement de bons contenus, quoi, une bonne réputation que vous avez gagnée, vous serez en ligne directe, plus ou moins, et puis sinon, il y aura un processus de revue, par contre, et votre mise en ligne pourra être plus ou moins retardée.
selon la disponibilité des modérateurs. Donc si vous n'avez pas, si vous avez pas de réputation ou une mauvaise réputation, bah, ça pourra attendre quelques heures et quelques jours, quoi. Je sais pas si t'es intéressé, toi, par un TikTok fédéré. Pas forcément. J'avoue que j'ai déjà pas de temps à consacrer à TikTok et quelque part, faut les voir aussi comme des plateformes de visibilité. Et je sais pas si on peut imaginer que des alternatives à TikTok dans le fait divers puissent être des leviers de visibilité. On voit bien que Mastodon, ça offre une certaine qualité d'interaction, mais pas forcément de la visibilité. Donc je sais pas. J'avoue que je suis un peu dubitatif pour tout te dire sur cette extension du fait divers quelque part. On continue avec les bulles en matière d'intelligence artificielle et peut-être les services chinois, Guillaume. Oui, puisqu'on parle de TikTok, on peut profiter pour mentionner que Biden aurait été saboté. Précisément, ses efforts en matière d'intelligence artificielle, un stagiaire aurait réussi à neutraliser le boulot de 8000 GPU. Comment? On ne sait pas trop, à les faire planter, à virer les données, on n'a pas de précision. Débrancher un câble. Biden, si ça se trouve, Biden lui-même a tendance à minimiser l'affaire, mais il semble que l'entraînement de modèles IA de grand format aurait été affecté, et puis bon, le temps de calcul gaspillé, ça se paye cash, et donc ça peut monter très vite. Il est possible que les dommages soient équivalents à des millions de dollars en temps de calcul, en tout cas. On n'est pas sûr des détails, mais bon, si c'est avéré, c'est quand même assez évocateur du niveau de compétition qu'il y a en Chine sur le secteur. C'est un secteur sur lequel Biden, c'est plutôt en retrait. L'IA, c'est plutôt en retrait, puisque il y a des fonctions IA sur TikTok, il y a des filtres, tout ça. Et il y a même un chatbot de Biden qui n'a pas eu un énorme succès, en fait, par rapport aux autres. Et puis par rapport à un Kuaishou avec Kling, le générateur vidéo Kling et tout ça. Bon, voilà, un petit peu... Voilà, disons qu'il est un petit peu en retard, et Biden s'est conscient de son retard. Il a fait un gros prêt de 10 milliards en septembre. Et il y a une partie significative qui va aller dans des fermes de serveurs et des fermes de GPU et l'entraînement de gros modèles, apparemment. Alors qu'un peu tout le monde lutte pour être l'OpenAI chinois, quoi, et lève des milliards par centaines, le CEO de Baidu, qui s'appelle Robin Li, prévoit de grosses gueules de bois pour très bientôt. Pour lui, la bulle de l'IA, elle est tout à fait comparable à la bulle Internet des années 90, et elle va laisser 99% des startups sur le carreau. Et le 1% restant deviendra énorme et incontournable, comme le sont les géants de la tech aujourd'hui, quoi. Alors évidemment, la question à littéralement 100 milliards de dollars, c'est quand? Quand est-ce que la bulle va éclater? Si vous le savez, il y a du pognon à se faire. Ouais, sans doute, il y a de moyens de miser sur les bons et les mauvais chevaux à partager sur le serveur Discord de Tech Café. On continue, on reste plutôt en Chine avec Huawei qui voudrait encore continuer son alternative d'Android avec HarmonyOS, Guillaume. Oui, HarmonyOS, vous connaissez peut-être déjà, c'est un Android made in Huawei qui se basait sur la base open source d'Android. Alors ça, ce sera plus le cas avec Harmony Next, qui sera un système totalement nouveau, totalement maison, totalement chinois et incompatible avec les apps Android. Ça permettra au système d'être plus économe, d'après Huawei, puisque 1,5 gigaoctets de RAM consommé en moins, presque 1 heure d'autonomie en plus et 30% de performance supplémentaire. Mais bon, c'est pas compatible Android, donc avec des millions, il y a des millions d'apps sur le Play Store, et effectivement, il faut tout refaire. Là, Huawei annonce déjà 15 000 applications natives disponibles, dont tous les poids lourds en Chine, c'est-à-dire Alipay, Douyin, JD.com, voilà, tous les gros qui sont chinois, quoi. Mais bon, c'est pas compatible avec Android, ni avec les services Google, et donc, les apps étrangères, voilà, on n'en a pas, quoi. Alors du coup, Huawei va subventionner les devs, même à l'étranger, pour porter leurs applications sur Harmony Next. Donc il y a Grab, par exemple, ou encore Emirates Airlines, qui ont déjà sauté le pas. Il y en aura sans doute d'autres. Mais bon, c'est pas compatible Android, quoi. Donc il va pas y avoir Meta, ni Google, voilà, même avec un VPN, tu pourras pas du tout accéder à ces trucs-là, quoi. Il y aura même pas les apps. Je vois bien les boîtes américaines développées pour Harmony et Huawei. Ouais, donc Harmony Next aura aussi un OS PC dans un futur proche, et donc c'est quelque part, c'est un grand pas pour la souveraineté technologique chinoise, puisqu'il faut se débarrasser totalement d'Android, apparemment. Mais c'est aussi un pas supplémentaire dans le total isolement technologique des Chinois, quoi, qui auront que les apps développées là-bas, quoi. Alors, il y aura peut-être des émulateurs, effectivement, à un moment, Android, peut-être, c'est même vraisemblable. Mais c'est quand même assez fou de voir, effectivement, qu'ils ont sauté le pas, quoi. Ils sont maintenant, chez Huawei, ils ont des téléphones qui sont conçus en Chine, avec des puces chinoises, qui sont fabriqués en Chine, et un OS qui est lui aussi intégralement écrit en Chine, avec des applis qui sont écrites pour lui en Chine. Au moins, il y a une cohérence et une constance et une vraie vision, quoi, on va dire. Et ils vont aller jusqu'au bout, effectivement. On termine, j'en ai parlé un tout petit peu en intro, mais peut-être un petit peu du nouveau sur cette enquête à taille mondiale de la recherche de l'identité de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin.
Alors, si vous savez, je sais pas si vous savez qui c'est, Satoshi Nakamoto, moi non, hein, mais Cullen Rollback, lui, il pense qui c'est. Et il a dit dans un documentaire HBO qui s'appelle Money Electric, The Bitcoin Mystery. Donc il revient sur l'histoire du Bitcoin surtout, et puis il développe aussi une thèse selon laquelle Satoshi sera en fait Peter Todd, qui est un cryptographe qui aurait eu 22 ans à l'époque, hein, et qui a participé à la création de la crypto-monnaie hein, depuis le début. Et qui a même été fréquemment en contact par forum, par message texte, hein, avec Satoshi Nakamoto. Et bon, un jour, Satoshi Nakamoto, il a disparu, un silence radio. Todd, lui, pas du tout, il continue à apparaître publiquement, et même jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, contrairement à ce qu'affirme Wired, hein, Todd ne se cache pas. Il a même été à une conférence à Lugano, en Suisse, et il prendrait la parole dans 5 autres événements publics ces prochains mois, hein, c'est ce qu'on lit sur Binance News, en tout cas. Donc Peter Todd nie catégoriquement être Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, et c'est bien entendu exactement ce que dira Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin. C'est vrai. Et oui, donc on en est là en fait. Hein. Évidemment que Satoshi nierait qu'il est Satoshi, tu vois. Mais bon, Ted dit peut-être la vérité aussi. Hein. En fait, il n'y a que des indices et des suspicions, et il y a déjà eu il y a déjà eu des suspicions sur d'autres personnes. Bon, bref. Mais pourquoi c'est un sujet au fait? À la limite, c'est la culture générale, hein, mais on s'en fout de qui est Satoshi Nakamoto. Sauf que Satoshi, s'il est toujours vivant, il est une des personnes les plus riches du monde. Parce que des bitcoins, lui, il en a. Et il était là, hein, quand il fallait 20 minutes à un laptop en mi-dev 2000. Satoshi, Satoshi, il a probablement plein de portefeuilles. Mais BitMEX, par exemple, a estimé qu'il devrait avoir à peu près dans les 1 million de bitcoins. Au cours actuel, c'est 63 milliards d'euros. C'est pas rien. Satoshi, très logiquement, est la plus grosse baleine du bitcoin. Il possédera à lui seul 5% de tous les tokens en circulation. Concentration assez délirante d'ailleurs. Donc si je devais attaquer quelqu'un pour récupérer ses mots de passe, Satoshi, c'est un choix très raisonnable. Hein. Et c'est pour ça que Peter, il clame qu'il n'est pas Satoshi, parce que c'est dangereux d'être Satoshi. Donc c'est pour ça qu'il a pris des dispositions, voilà, qui se fait probablement un peu plus discret quand même. Est-ce qu'il l'est ou pas? Ça restera probablement un mystère des temps modernes. Hein. Je ne sais pas si on aura un jour une preuve vraiment catégorique. Quoi. Très compliqué d'en arriver à des conclusions fermes et définitives. Je ne sais pas si on aura effectivement le fin mot de l'histoire. On a en tout cas le fin mot de l'histoire sur l'actualité des nouvelles technologies. Je dois compléter d'ailleurs, je parlais de nouvelles iMac, Apple Intelligence, avril 2025, et un Mac Mini aussi qui a été annoncé dans la foulée, vraiment mini, hein. Ils auraient pu l'appeler le Mac Micro, tant il est compact, cet ordinateur. Il y a beaucoup de trucs qui ont été annoncés entre hier et aujourd'hui. Bon, c'est vrai que j'ai pas trop regardé. On pourra refaire éventuellement un petit passage la prochaine fois. On va pas les détailler tout de suite. Ça n'a pas de raison d'être. Apple Intelligence arrive. Oulala, soyez prêts. Non, on passe plutôt à la rubrique jeux vidéo avec Guillaume, une intervention de la Cour de cassation. Oui, ça c'est sexy, hein, je veux dire. Ça, ça vous donne envie pour la suite de la rubrique jeux vidéo. Ça a l'air ludique. Ah oui. Non, mais oui. Alors, je sais pas moi si vous y avez cru ou pas à cette histoire. C'est une vieille histoire déjà, parce que c'est l'UFC Que Choisir qui avait intenté une action en justice pour qu'on puisse revendre ces jeux dématérialisés. Alors, c'est louable, et ça a démarré en 2015 quand même déjà. Et c'est pas déconnant, puisqu'en 2009, l'Europe avait statué en faveur d'un droit de revente des logiciels, qu'ils soient dématérialisés ou non. Et bon, les jeux vidéo, c'est avant tout des logiciels. Sauf que non, la Cour de cassation vient de décider que non, ça ne s'applique pas aux jeux vidéo. Les réseaux avancés sont tout simplement absurdes, puisqu'un jeu vidéo n'est pas juste un logiciel, ils disent, mais une œuvre complexe avec des éléments artistiques. Alors, ok, mais que ce soit sur un Blu-ray ou que ce soit sur ton disque dur, je vois pas la différence, tu vois, franchement. Mais bon, ça leur pose problème que pour le démat, manifestement, que ce soit une œuvre aussi artistique. Bon. Alors pour le moment, on a encore le droit de revente de nos jeux physiques, qui sont aussi des trucs artistiques. Et puis d'ailleurs, vous pouvez aussi vendre des œuvres artistiques comme des vinyles, ou je sais pas, des CD, ou des Blu-ray, c'est pas grave. Autre argument, un jeu se retrouve sur le marché plus rapidement, qu'il est revendu plus rapidement, parce que il est fini, en gros, vous finissez un jeu, ça vous prend, 10 heures, et puis après vous le revendez, et voilà, donc ça nuit aux éditeurs, alors qu'un logiciel, vous le gardez plus longtemps. Donc on voit bien qui la Cour de cassation a décidé de protéger, c'est clairement pas nous. Et de manière contradictoire, il dit aussi qu'un jeu peut être utilisé plusieurs années après sa création, contrairement à un logiciel. Donc il faudrait savoir. Le problème, c'est que les jeux ont une obsolescence trop rapide ou pas assez rapide? J'ai pas très compris. Pas très bien compris. Moi, pas très compris. Donc on va dire les termes, on l'a dans l'os, et ça arrange absolument tout le monde, sauf nous, tout ce que le monde compte d'éditeurs, et de magasins comme Steam, Epic et tout ce que vous voulez, bien entendu, au détriment de nous, les consommateurs. Parce que oui, le rêve humide de tous ces gens, leur monde parfait, c'est celui où ils ont le contrôle total. Plus de physique, plus de boutique, plus d'occasion,
C'est eux qui fixaient les prix sur leur plateforme et t'es obligé de les utiliser, sinon tu joues pas, point. Mm. Et ils se cachent pas du tout d'ailleurs d'avancer petit à petit dans cette direction. La nouvelle Xbox n'a pas de lecteur, la PS5 Pro non plus. Alors ok, il est possible de lui en mettre un, mais encore faut-il que les lecteurs soient disponibles et pas trop chers. Et bien entendu que les éditeurs fassent du physique, qu'ils en produisent des jeux physiques. Ce qu'ils font de moins en moins, même en volume d'ailleurs, ils réduiront les volumes. Les disques deviendront plus rares et par là même plus chers, et de guerre lasse, vous l'achèterez en démat. Et puis ils auront gagné. Enfin, en tout cas, ils auront atteint leur objectif. Est-ce qu'ils auront vraiment gagné d'un point de vue stratégique? C'est même pas si clair que ça. Déjà, c'est une catastrophe pour la préservation du jeu vidéo, mais ça, tout le monde s'en fout. Financièrement, sans l'occasion, les joueurs achèteront moins, parce que ça coûte plus cher, tout simplement. Hein. Certains pourraient même se détourner du jeu vidéo, parce que c'est un loisir qui est devenu trop cher pour eux. C'est pas du tout... voilà, ou alors ils joueront qu'à des freemium, et voilà, sans dépenser rien du tout. Donc, est-ce que vraiment c'est une si bonne idée que ça? Je sais pas. Et surtout, si les consoles perdent cette spécificité qu'est le marché de l'occasion, pourquoi même en acheter? Quelle est la différence entre un PC branché sur ma télé et une manette Bluetooth? Voilà, quelle est la différence entre ça et ma Xbox? Aucune. Enfin si, sur mon PC, je conserve un certain contrôle. La mort du support physique, ça rend les consoles sans objet en réalité. Hein. Oui, direction qui se confirme. Moi, j'y croyais pas trop dès le départ que ça pourrait aboutir. Après, il y a des questions économiques. J'arrive pas à me rendre compte exactement. Alors sur le plan du consommateur, parce que des précédents de contenu dématérialisé qui se revendraient, est-ce qu'on a du recul là-dessus? J'arrive pas à me rendre compte en fait. Mais bon, effectivement, c'est clairement pas notre avantage. Netflix qui était à fond dans une direction relais de croissance autour du jeu vidéo. On a du nouveau, Guillaume, c'est pas forcément des très bonnes nouvelles sur ce domaine-là. Oui, ils avaient de grands projets pour le jeu vidéo et beaucoup de pognon disponible, donc ils se sont dit que ça allait suffire, que débaucher des rockstars et toutes les mettre dans une même structure, qui s'appelait la Blue Team, qui était créée pour l'occasion, ça allait permettre de pondre le prochain Fortnite, plus ou moins. En général, ce type de stratégie, ça marche pas forcément. Hein. Netflix avait débauché quand même le directeur créatif de Halo, des cadres d'Electronic Arts et de Blizzard, et le directeur artistique de la série des God of War. Donc c'était vraiment une dream team, a priori. Mais bon, le chef-d'œuvre, ça se commande pas, quoi, et les synergies entre les gens non plus, ça prend du temps, ça se fait ou ça se fait pas. Et bon, la Netflix, apparemment, en a assez d'attendre, tu comprends, ça fait déjà 2 ans quand même, hein, ils ont toujours pas de AAA. Bon alors, Netflix donc ferme le studio et la Dream Team est allée rêver ailleurs. Alors c'est normal aussi, hein, franchement, c'est quoi ça? Toujours pas de retour sur investissement 2 ans plus tard, c'est un scandale. Bon, je rigole, hein, évidemment, que 2 ans avec des gens qui se connaissent pas dans un studio tout neuf, c'est pas assez pour créer une nouvelle licence pour un blockbuster moderne. On ne sait rien de ce sur quoi travaillait Team Blue, vraiment aucun détail. On sait pas non plus s'il y avait des soucis, s'ils n'arrivaient pas à se saquer, peut-être ils n'arrivaient pas à se saquer aussi, je sais pas. Mais bon, de l'extérieur, ça a l'air d'être un petit peu comme Google avec Stadia, quoi. On met énormément de pognon, on met énormément de moyens, puis on s'attend à ce que mécaniquement, rapidement, 2 ans plus tard, ça y est, pouf, il y a un jeu qui tombe et qui cartonne. C'est vraiment très très difficile, quoi. C'est des studios créés artificiellement, qui n'ont pas forcément... qui mettent encore plus de temps, je pense, à faire des trucs intéressants. Quoi qu'il en soit, Netflix quitte pas le jeu vidéo, loin de là. Hein. Si vous êtes abonné, d'ailleurs, vous avez accès à plein de jeux désormais. Il y a même Hades, Dead Cell, Oxenfree 2, Sonic Mania. On est plutôt sur du jeu mobile. Et puis bientôt, il y aura un Monument Valley 3 aussi. Pour le gros AAA qui tâche, par contre, et c'est vraiment ce que voulait Netflix, hein, ils voulaient vraiment se faire un nom comme ça, là, ça paraît plus compliqué, plus compromis. Pour ceux qui s'intéressent un peu au marché du jeu vidéo, il y a un documentaire combiné, je ne sais pas si tu l'as vu Guillaume, Jeux vidéo, la plus grosse crise de son histoire, point d'interrogation. Un documentaire d'une petite sœur assez intéressant autour du jeu vidéo. Est-ce qu'il vit une crise et si c'est une crise, quelle est-elle? Pourquoi? À cause des licenciements ou Oui, ça tourne évidemment autour des licenciements et ça revient à cette époque d'explosion autour des confinements et des investissements massifs qu'il y a eu, et depuis ce retour à la réalité, notamment avec des licenciements. Le documentaire est plutôt bien foutu. Il s'attarde un petit peu sur Ubisoft, évidemment, sur les indépendants, sur l'intelligence artificielle. Allez jeter un coup d'œil, il est bien fait le documentaire, il y a des interventions sympas en plus. On termine, Guillaume, avec... j'ai du mal à voir l'association de ces deux concepts côte à côte et dans la même news. Nintendo et un jeu massivement multijoueur. J'ai peine à y croire. Raconte-moi. Écoute, il semblerait. Mini news Nintendo qui sera en train de lancer une bêta fermée d'un jeu de construction, donc massivement multijoueur, effectivement. Et dans la description, on fait inévitablement passer à Minecraft. On est sur une énorme planète où on peut collecter des ressources, construire des choses ensemble. Il y a des ennemis.
Il y a un système de relais, donc apparemment, tu peux en quelque sorte conquérir une partie de ce territoire, hein, enfin, si tu mets un relais, voilà, tu l'as conquise, et donc tu as plus d'ennemis, et tu peux donc construire des choses plus complexes, quoi, j'imagine. C'est une zone sans danger. Pour l'instant, on n'a aucun visuel, enfin si, on a un micro-visuel qui est en fait une fuite sur X, qui a été viré d'ailleurs de X depuis. C'est très très difficile. Disons, il y a la carte, voilà, qui est une sorte de grosse boule, et puis après on a des photos d'écran qui sont minuscules. Très difficile de dire autre chose que juste ça a l'air cartoon et choupiné. On en saura probablement plus d'ici quelques semaines, puisque manifestement, ils n'arrivent pas à garder leur... Enfin, bref, ils n'arrivent pas à garder leur langue, hein, puisqu'il y a le jour où la bêta a commencé, il y a un mec qui a posté sur X. Bon, on verra donc ce qu'il en est. Il est possible, effectivement, que Nintendo se lance dans le MMO. Ce serait effectivement assez étonnant. Ouais, qu'ils explorent la voie, ce serait effectivement... qu'ils n'explorent pas la voie, ce serait étonnant. Merci beaucoup, Guillaume. C'est là où j'aurais pu brancher mon histoire de Joy-Con, finalement. Ça aurait beaucoup plus eu du sens. Mais bon, je l'apprendrai. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir construire des conducteurs d'épisodes comme tu sais si bien le faire, Guillaume. Merci beaucoup d'ailleurs pour avoir préparé une fois de plus cet épisode hebdomadaire de Tech Café. On est ravis que vous ayez passé ce moment en notre compagnie. Et on espère que vous avez passé un bon moment, tant sur le plan du divertissement que sur le plan de votre veille en matière de nouvelles technologies. Je vous invite, si c'est le cas, à aller sur patreon.com/techcafé. On a évidemment encore et toujours besoin de vos soutiens pour garantir le fait que Tech Café sera là le plus durablement possible dans votre app de podcast, semaine après semaine. On compte sur vous pour aller jeter un coup d'œil sur le serveur Discord de Tech Café, où on parle vraiment de tech, mais pas que. D'ailleurs, j'ai découpé les rubriques sur le serveur Discord. Il y a une rubrique 100% tech. Donc, il y a IA, LLM, tech, domotique, jeux vidéo, etc. Et moins tech, dont une rubrique cuisine, où on parle du choix d'une batterie de cuisine pour remplacer notamment les poêles Tefal. Et si vous avez des connaissances dans ce domaine, on est preneur de vos interventions. Il y a aussi plein d'autres rubriques pour parler entre vous et avec nous. Vous pouvez bien évidemment également nous retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver ? Écoute, moi, on va me retrouver à la poste en train de faire un petit colis pour t'envoyer mon Joy-Con droit parce qu'il déconne. Mais vraiment, envoie-moi parce que je kiffe réparer les Joy-Con de Switch. Je serais vraiment ravi de te réparer ton jeu. Il y a un mélange de plaisir entre le côté technique, tu vois, dévisser le truc, manipuler, remplacer la pièce, un côté un peu magicien, tu vois, d'arriver à faire fonctionner le truc, et un côté un peu, tiens, prends ça Nintendo avec tes méthodes à la con, tu vois, moi je transgresse tes limites et j'arrive à rendre utilisables les Joy-Con de la Switch. Et puis tu fais un geste pour la planète, je veux dire. Bah ouais, quelque part. Tu jettes pas, tu répares, quoi, tu vois. C'est vrai. Tu sais, un des produits tech que j'ai acheté ces derniers temps qui m'offre le plus de satisfaction, c'est probablement le coffret de tournevis iFixit, là, qui te permet vraiment d'affronter énormément de difficultés de réparation. C'est assez ouf. Bon, c'est pas les seuls à faire ça. Il y en a plein des kits de réparation en tournevis pour réparer des produits, mais celui-ci, j'ai vraiment un énorme plaisir. Et parmi tous les produits que j'ai pu acquérir ces derniers temps, je pense que c'est un qui me procure indirectement le plus de plaisir, peut-être à méditer. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouverez probablement en train de faire la chasse aux bonbons dans les rues d'Amiens en ce jeudi soir, et plus pragmatiquement vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et sur le serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/Discord. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.